Ah non, je crois que là, vous êtes vachement injuste. Vous dites qu'il est surévalué parce que vous ne comprenez pas tout ce qu'il écrit. Ah ouais. Et là, je suis d'accord. C'est un peu dommage pour un journaliste, vous êtes d'accord? Un journaliste doit être compris quand même. Mais là, je suis d'accord avec vous. Il emploie des mots que je ne connais pas, il rapproche des mots que je ne savais pas qui marchaient ensemble, etc., etc. J'ai un problème, moi, avec Bayon, qui est une œuvre d'art dans son genre. Il y a une esthétique. Et je sais que Bayon a beaucoup de... on n'est pas amis, on se connaît et on se respecte, on s'estime. Et moi, il m'estime beaucoup parce qu'un jour, alors que j'étais président de Canal, on m'a interrogé dans je ne sais plus quel journal, et on m'a dit, mais s'il fallait citer un seul artiste, c'est des pièges ces trucs-là, des gens comme vous, moi, on a trop de goûts différents pour en garder qu'un. Moi, si je vais sur une île déserte, j'en porte pas un disque, s'il faut en emporter qu'un. Je préfère chanter tout seul. Et je dis, bah écoutez, puisque vous voulez absolument, bah, je dis Alan Vega. Oh putain, qu'est-ce que j'avais pas dit. Bayon a considéré que maintenant, il sera vis-à-vis de moi, comme ont été les justes avec un certain nombre d'enfants menacés, il me défendra contre l'occupant, parce que j'ai défendu Alan Vega. Donc, je l'absous, même si 2 fois sur 3, je ne comprends pas ce qu'il écrit. Le meilleur souvenir que j'ai, c'est juste pour me faire reluire et pour faire le name dropper. Mais je suis allé une seule fois de ma vie aux Grammy Awards. Et donc je suis assis dans la salle. Et à un moment, vous savez, c'est comme aux Oscars, il y a sans arrêt des arrêts pubs pendant lesquels les gens rentrent et sortent. Et à un moment, ils avaient invité cette année-là pas mal de gens de cinéma à ces victoires américaines. Et notamment des gens qui, dans leurs films, soit en tant que metteur en scène, soit en tant que producteur ou acteur-producteur, où ils avaient donné un rôle important à la bande originale. Et je vois arriver, je les connaissais un peu parce qu'on coproduisait des choses avec eux à Canal, je vois arriver Oliver Stone et Robert De Niro. Donc déjà, en tant que vieux gamin, j'étais déjà séché. Donc j'ai été les mains entre les cuisses, ils viennent et ils me disent Pierre, me dit Oliver, en français, puisque sa mère était française, donc il parle pas mal, comme vous savez, et il me dit, il y a quelqu'un qui veut te voir. Et De Niro me dit en anglais, quelqu'un qui normalement devrait te faire plaisir. Donc je me lève en me demandant qui ça peut être, je cherche dans ma tête et j'ai pas le temps de trouver. On sort et il me présente Phil Spector. Mais j'ai cru défaillir. Parce que non seulement on sait tout ce qu'il a représenté, tout ce qu'il a inventé, tout ce qu'il a accompagné, mais en plus, moi, je démarre au moment où sortent les Teddy Bears. J'ai 8-9 ans quand sortent les Teddy Bears. Et puis, je suis gamin quand il y a les Ike et Tina Turner. Enfin bref, tout ça, les Ronettes, les Crystals, machin. Et moi, j'ai 17 ans au moment des Crystals. Hein, donc, c'est vraiment, je regarde ce mec, il était déjà quand même pas mal amoché. Et il vient me demander si je serais intéressé, en tant que patron de Canal et de Studio Canal, de produire un film sur sa vie. Tout ça n'a pas pu se faire pour 36 raisons, mais c'est un souvenir d'avoir réuni Oliver Stone. On sortait juste de JFK, qui est pour moi le meilleur film, ou l'un des 2 meilleurs films qu'ait fait Stone, que Canal avait produit, coproduit. C'était la première fois qu'on coproduisait un film américain. Et quel film? JFK, De Niro, et ils me présentent tous les 2 Spector. J'ai cru franchement défaillir. Je peux rajouter une autre anecdote qui n'a rien à voir. Quand je vous racontais tout à l'heure que moi j'ai pas de lèvres, et c'est pas en vieillissant que je vais en avoir plus, mais qu'avec ses grosses lèvres, le père Jagger m'avait dit le rock'n'roll c'est éphémère. Et 15-20 ans plus tard, je le croise à Roissy. Donc on est dans le salon des premières, il me regarde d'un air comme ça vaguement, il se dit tiens j'ai déjà vu ce grand pif mais il ne me connaît pas. Je vais le voir et je lui dis bonjour, je suis ah oui Canal+, bien sûr, oui je me souviens, ils étaient venus faire un showcase pour Canal, pas à Canal mais pour Canal. Et puis bon, et je lui dis mais j'avais fait une interview de vous à Nassau, vous m'aviez dit
Le rock'n'roll, c'est éphémère. Mais 20 ans ont passé déjà. Et il me dit, it's still. Le gamin. Parce que j'ai 21 ans, je crois, je suis à RTL, qui s'appelle encore pratiquement Radio Luxembourg, et les Beatles sont à Paris. Donc on est... oui, voilà. Et les Beatles sont à Paris au Georges V. Ça s'appelait encore comme ça, maintenant c'est le Four Seasons, c'est avenue Georges V. Et Gildas, Philippe Gildas, qui m'avait engagé, pour ça qu'après j'ai renvoyé l'ascenseur à Canal, il m'avait engagé en 65, il me dit, prends le Nagra, va essayer de faire quelque chose. Et vous savez, les Beatles à l'époque, et puis le système des people et des paparazzi n'est pas le même. Donc, il y a quelques personnes devant le Georges V, mais quasiment personne, et il n'y a pas de bodyguard. Donc, je peux monter jusqu'à la chambre. Et là, c'était une suite qui était dans un petit couloir. Il y avait quelques photographes et quelques journalistes qui attendaient, mais il y en avait quoi, 5. Et moi, j'ai mon Nagra, et je me lance, je fais frapper à la porte. La porte s'ouvre. George Harrison. Et je crois faire le malin, je crois être vachement intelligent. Je lui dis, I just want to hold your hand. La porte se referme. Quelques secondes, la porte se rouvre. Ils sont tous les 4 là. Il me serre la louche sans dire un mot. Il sourit et ferme la porte. Ce qui fait que j'ai rien sur le Nagra, mais 40 ans après, je vous le raconte encore. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous et je trouve assez joyeux, on l'a évoqué au début de notre conversation, c'est aussi bien que la France, à travers ses hommes et cette femme, Laurence Romance, la seule, et pas seulement parce qu'elle est la femme de Nick Kent, qui lui clôt le bouquin, la France en même temps, bon, c'est vrai, Jagger dit quelquefois que les Français parlent beaucoup et chantent et jouent pas assez, mais que la France, pour le jazz, comme pour la peinture, mais que pour le jazz et pour le rock, a été une terre d'accueil, de compréhension, d'acceptation, de participation extraordinaire. Je ne pense pas qu'on soit un énorme pays de musique, même s'il y a beaucoup plus de talent dans tous les genres de musique aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans, ou a fortiori 30 ou 40 ans, et qu'on a fait oublier que les yéyés étaient quand même à 90% de la daube estampillée, made in France. Mais cette France-là, qui aime, et c'est pas du snobisme, mais qui a aimé Jerry Lewis, qui continue de vénérer les Marx, qui aime Woody Allen, même quand il est un peu fatigué, ou qu'il en fait un trop, il aurait pu passer une année, qui a accueilli tant de jazzmen, qui a aidé au mariage de certains jazzmen, et beaucoup de rockers, au-delà de Jagger et de son château, beaucoup de rockers disent combien ils ont une émotion particulière quand ils voient la ferveur avec laquelle les Français les accueillent. Ils sont aussi bien accueillis à Bruxelles, à Madrid ou à Rome, mais un Springsteen à Bercy ressent quelque chose qui dépasse un peu ça. Il le définirait mieux que moi. Je ne sais pas ce que c'est, moi. Je sais pourquoi je pleure quand il fait les Pete Seeger Sessions, parce qu'il y a quelque chose qui me rappelle le Good Book de quand j'étais petit, avec le même côté fédérateur. Mais donc au moins les Français ont su faire ça, et je trouve que ce bouquin l'illustre vachement bien. Puis il y a plein